3 années suffisent pour fissurer des décennies d'immobilisme institutionnel. Le contraste surprend. Un pays longtemps classé parmi les plus pauvres avance plus vite que d'autres, pourtant mieux doté, encore lui englué, malgré ressources et conseils extérieurs. Que signifie pour vous ce basculement lorsqu'il est porté par Ibrahim Traoré? Un horizon court se dessine alors, dense et exigeant, où un point de départ précis semble capable de reprogrammer toute une trajectoire nationale, à condition que chaque promesse se traduise en usages concrets, mesurables et visibles dans la vie quotidienne. Ce récit propose une promesse précise: comprendre comment une accélération récente peut transformer une dépendance chronique en capacité d'action durable. L'intérêt pour le public tient en 10 mots: comprendre ce que produit d'une souveraineté rendue visible au quotidien. L'enjeu dépasse la simple performance institutionnelle, car il concerne la traduction concrète des décisions en bénéfices perceptibles pour la population. Lorsque les infrastructures cessent d'être des annonces et deviennent des usages répétés, la trajectoire collective change de nature. Mais cette promesse s'accompagne de risques immédiats. Un seul chantier défaillant, nourrir, éclairer, soigner, loger ou financer, suffit à rompre la cohérence et à refermer la fenêtre historique ouverte par l'accélération initiale. La cadence, si elle n'est pas maîtrisée, peut saturer des administrations fragiles et provoquer l'effet inverse de celui recherché. C'est pourquoi l'analyse se concentre moins sur les intentions que sur les mécanismes. Comment les projets s'alignent, comment les priorités sont hiérarchisées et comment les résultats sont mesurés. La question centrale reste ouverte. Cette dynamique peut-elle se maintenir sans se disperser? Et à quelles conditions devient-elle reproductible? En 3 années seulement, 10 projets nationaux ont émergé non comme une liste disparate, mais comme une architecture cohérente. Cette densité inhabituelle explique le basculement observé aujourd'hui. La transformation ne repose pas sur un hasard politique, mais sur une mécanique volontaire rendue lisible par ses résultats. Dès les premiers bilans publics, un point apparaît clairement: l'accélération n'est pas due à un secteur isolé, mais à l'alignement simultané de plusieurs leviers essentiels. Le contexte initial éclaire cette rupture. Pendant des décennies, chaque domaine fonctionnait en silo. L'agriculture dépendait massivement des importations, l'énergie restait irrégulière, les infrastructures médicales vivaient sous perfusion extérieure, le logement demeurait précaire et les circuits financiers orientaient l'épargne vers l'extérieur. Cette fragmentation rendait le système extrêmement vulnérable. La moindre rupture d'approvisionnement suffisait à désorganiser des régions entières et à fragiliser des milliers de foyers. La transition a donc choisi une logique inverse: relier plutôt que juxtaposer. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 5 besoins vitaux ont été identifiés comme points d'ancrage: nourrir, éclairer, soigner, loger et financer, afin de remplacer la dépendance chronique par une chaîne interne capable d'absorber les chocs extérieurs. Chaque chantier devait répondre à une faiblesse précise et renforcer au moins un autre maillon. Cette exigence de cohérence distingue la période actuelle des tentatives antérieures, souvent limitées à des projets symboliques sans continuité d'usage. Lorsque ces enchaînements deviennent visibles, la dynamique change de nature. Les infrastructures cessent d'être perçues comme des promesses lointaines. Elles commencent à modifier les pratiques quotidiennes. C'est ici que se referme la première question suspendue depuis l'ouverture. Le basculement mesurable ne vient pas d'un miracle, mais d'une méthode qui rend chaque action immédiatement utile et reliée au reste du système. Pour saisir comment une dynamique institutionnelle prend corps, il faut suivre ceux qui en ressentent les premiers effets. Les trajectoires locales agissent comme des balises.
Elle donne une forme humaine à des infrastructures longtemps perçues comme abstraites. Deux repères suffisent à rendre cette bascule lisible sans discours excessifs ni projection théorique. Mariam travaille à la Red Gold Factory. Pendant des années, ses récoltes finissaient souvent invendues, faute de débouchés stables. La transformation locale change cet équilibre fragile. Chaque lot traité garantit un revenu prévisible, inscrit son travail dans un calendrier clair et relie son effort à une chaîne productive identifiable. Le résultat n'est pas spectaculaire, mais décisif. L'incertitude recule, la reconnaissance progresse, et l'horizon professionnel cesse d'être conditionné par des importations lointaines. L'outil fonctionne, donc l'usage s'installe. Un second repère apparaît dans un village récemment électrifié, à travers le quotidien d'un instituteur. Avant l'accès à une énergie fiable, les cours du soir avaient disparu. Quelques semaines après l'installation solaire, ils reprennent avec une régularité inattendue. Les élèves arrivent plus tôt, restent plus longtemps et associent désormais l'apprentissage à une ressource qu'ils considèrent comme acquise. Pour l'enseignant, l'impact dépasse la technique. Il observe un changement de perception. Le progrès n'est plus vécu comme une faveur extérieure, mais comme un prolongement naturel de l'effort collectif. Ces expériences convergent vers un même point. Lorsqu'un dispositif produit un effet immédiat, il transforme l'usage. Lorsqu'il transforme l'usage, il modifie la confiance. La souveraineté commence là où l'usage devient durable. Tout commence par un choc brutal. Un pays voit ses propres récoltes pourrir sur place pendant que les mêmes produits reviennent transformés depuis l'étranger, plus chers, plus rares, plus instables. La contradiction est flagrante. Elle ne relève ni de l'idéologie ni du débat abstrait. Elle s'impose dans les marchés, dans les champs, dans les foyers. Cette dissonance accumulée devient un signal politique. Ibrahim Traoré l'a saisi comme point de départ, non pour dénoncer, mais pour structurer une réponse opératoire. Le premier déclencheur concret apparaît avec la Red Gold Factory. L'usine n'est pas pensée comme un symbole industriel, mais comme une correction immédiate d'une perte récurrente. Des milliers de tonnes de tomates disparaissaient chaque année faute de transformation locale. 8 millions de dollars sont mobilisés. Les fondations sont posées, les lignes installées, les coopératives intégrées à un calendrier désormais lisible. 150 emplois directs émergent, tandis que des milliers d'autres se stabilisent dans les zones de production. Le marché interne cesse progressivement de s'effondrer sous la pression des importations. Une récolte autrefois abandonnée devient une ressource valorisée. La montée en puissance se poursuit avec les infrastructures de liaison. La route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire absorbe 120 millions de dollars. Les travaux avancent par sections, sans rupture spectaculaire mais avec une constance mesurable. Chaque kilomètre réduit les coûts logistiques. Chaque tronçon raccourcit les délais. Les produits arrivent plus frais sur les marchés, les coopératives élargissent leur rayon d'action et les flux cessent d'être captifs de circuits extérieurs imprévisibles. Le transport devient un multiplicateur silencieux de valeur. Vient ensuite l'énergie. Le programme de connexion solaire étend l'électricité à 150 villages, touchant près de 300 000 personnes. Les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune, les écoles rouvrent leurs cours du soir, les ateliers prolongent leurs horaires. La nuit change de fonction. Elle n'est plus un temps mort imposé, mais un espace productif et sécurisé. Cette extension temporelle modifie la cadence sociale et renforce l'efficacité des investissements précédents. L'eau s'inscrit comme quatrième réplique. Le barrage Ziga 2 stocke 40 millions de mètres cubes et sécurise l'approvisionnement de centaines de milliers de personnes. L'irrigation devient prévisible, les cultures vivrières gagnent en stabilité et la santé publique bénéficie d'une continuité nouvelle. L'eau ne résout pas tout, mais elle supprime une incertitude majeure qui paralysait les
les cycles agricoles et domestiques. Enfin, la finance referme la chaîne. La Burkenbank ouvre 67 agences et diffuse 15 000 microcrédits. Les les dépôts nationaux, longtemps logés à l'extérieur, reviennent progressivement dans le circuit interne. Ils irriguent les coopératives, soutiennent les petites entreprises rurales et réduisent la fuite des capitaux. Produire appelle transformer. Transformer appelle transporter. Transporter appelle éclairer. Éclairer appelle soigner. Financer relie l'ensemble. À ce stade, le système change d'échelle. La souveraineté cesse d'être déclarative. Elle devient observable, mesurable, reproductible. C'est dans cette continuité d'événements, plus que dans un moment isolé, que s'inscrit la méthode portée par Ibrahim Traoré. Avant 2022, l'accès à l'électricité permanente concernait moins de 15% des localités. Maintenant, écoles, ateliers et dispensaires dans une dépendance improvisée. En 3 ans, ce taux dépasse 48%, signalant une rupture nette entre un système fragmenté et une continuité énergétique désormais observable. Ce passage d'un accès marginal à une couverture élargie ne se limite pas à un gain technique. Il redéfinit l'usage collectif du temps. Les heures d'études s'allongent, les activités productives se déplacent en soirée et les structures de santé abandonnent des solutions de fortune. L'énergie devient ainsi un socle de stabilisation capable de soutenir d'autres secteurs sans recourir immédiatement à des financements extérieurs. Le deuxième indicateur concerne l'eau, ressource critique dans un environnement sahélien exposé à de fortes variations climatiques. Avant la mise en service du barrage Ziga 2, l'approvisionnement dépendait largement des pluies saisonnières, rendant l'irrigation et l'hygiène domestique imprévisibles. Aujourd'hui, une capacité de stockage de 40 millions de mètres cubes assure une desserte régulière pour environ 600 000 personnes. Cette réserve hydrique crée une marge de sécurité en période de sécheresse et stabilise des centaines d'hectares cultivés. L'effet est structurel. L'agriculture vivrière gagne en continuité, la pression sanitaire diminue et la planification locale devient possible. L'eau cesse d'être une contrainte aléatoire pour devenir un levier de résilience territoriale. Le troisième indicateur touche à la finance, longtemps perçue comme abstraite mais décisive pour l'autonomie interne. Jusqu'en 2022, près de 80% des dépôts nationaux étaient logés à l'étranger, échappant au circuit productif local. Désormais, plus de 60% de ces fonds sont rapatriés grâce à l'expansion de la Burkenbank, qui opère 67 agences et diffuse 15 000 microcrédits. Cette réorientation réduit la fuite des capitaux et alimente directement les coopératives agricoles, les petites entreprises rurales et les chaînes de transformation. La finance change de fonction. Elle ne draine plus la valeur vers l'extérieur, elle l'ancre dans le territoire. Pris isolément, chacun de ces indicateurs pourrait sembler partiel. Ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente. L'électricité élargit les heures actives, l'eau sécurise les rendements et la finance internalisée soutient les initiatives locales. Chaque progrès renforce le suivant, créant une chaîne où les usages stabilisés amortissent les chocs extérieurs. Cette articulation explique pourquoi la réduction de l'aide extérieure n'a pas provoqué d'effondrement fonctionnel. Le système n'avance plus par perfusion, mais par circulation interne. C'est ici que se referme la deuxième question ouverte précédemment. Le changement observé ne tient pas à un volume exceptionnel de ressources, mais à la conversion de trois leviers mesurables en usage continu. La cohérence n'est pas déclarée. Elle se lit dans ces écarts chiffrés qui transforment la fragilité initiale en capacité d'absorption durable. Deux objections solides reviennent systématiquement lorsqu'on analyse la trajectoire engagée. La première affirme qu'un pays enclavé, dépourvu de ressources stratégiques majeures,
et longtemps dépendant des importations, ne peut pas réduire durablement son exposition aux réseaux extérieurs. Selon cet argument, l'aide internationale et les circuits d'importation auraient constitué, pendant des décennies, la colonne vertébrale de la stabilité. S'en écarter trop vite risquerait d'affaiblir la croissance, d'assécher les financements et de créer une vulnérabilité accrue face aux chocs régionaux. La prudence semblerait donc commander une dépendance assumée plutôt qu'une autonomie incertaine. La seconde objection porte sur le rythme interne. Elle soutient qu'une transformation rapide peut dépasser les capacités administratives, provoquer des goulets d'étranglement et accentuer les déséquilibres territoriaux. Multiplier simultanément des projets énergétiques, hydriques, agricoles et financiers exposerait le système à une surcharge opérationnelle. Les zones modernisées pourraient progresser plus vite que les autres, creusant des écarts et alimentant des tensions locales. Dans cette lecture, la cohérence affichée masquerait un risque latent de fragmentation. Ces deux thèses méritent d'être prises au sérieux car elles reposent sur des expériences passées bien documentées. Pourtant, confrontées aux éléments observables, elles s'érodent progressivement. La réduction significative de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas en as entraîné de contraction fonctionnelle. Au contraire, la stabilisation de la production locale et la capacité de transformation interne ont renforcé les recettes agricoles et réduit la pression des importations. La dépendance n'a pas été remplacée par un vide, mais par des flux internes plus prévisibles. Quant au risque de saturation, les indicateurs montrent une dynamique inverse. Les routes fluidifient les échanges, l'accès maîtrisé à l'eau sécurise les foyers et l'énergie prolonge l'activité sans rupture. Les infrastructures ne fragmentent pas le territoire, elles le relient. Les usages se diffusent par continuité plutôt que par rupture. La réponse aux objections ne tient donc pas dans un discours, mais dans la répétition d'effets mesurables qui transforment progressivement des craintes théoriques en limites pratiques dépassées. La mécanique avance désormais seule. Ce point marque un changement qualitatif. Ce qui ressemblait à une suite de décisions volontaristes devient un fonctionnement d'interne capable de se maintenir sans impulsion constante. Les équipes formées sur les premiers chantiers étendent les réseaux d'eau et d'énergie, assurent la maintenance et corrigent les blocages au fil de l'usage. La dynamique cesse d'être pilotée projet par projet. Elle s'installe comme une routine opérationnelle. À ce stade, le rôle d'Ibrahim Traoré se transforme. Il n'agit plus comme l'initiateur d'un mouvement fragile, mais comme l'arbitre d'un système qui a trouvé son rythme. Les administrations locales n'attendent plus d'instructions détaillées pour agir. Les coopératives utilisent le microcrédit comme un réflexe. Les services publics gagnent en continuité parce que les acteurs de terrain se sont appropriés les outils. Cette bascule constitue le véritable moment charnière du récit. La souveraineté n'est plus un objectif politique à atteindre, elle devient un comportement répété. Le changement se lit moins dans les annonces que dans la régularité des gestes, la fluidité des interventions techniques et la capacité à absorber les imprévus sans rupture majeure. La cohérence ne se proclame pas, elle opère. C'est ici que se rouvre la question suspendue plus tôt. Si le système fonctionne sans impulsion permanente, quels effets concrets cette autonomie peut-elle produire sur l'ensemble de la société et au-delà du territoire national? À partir de ce moment charnière, les effets du modèle deviennent lisibles dans quatre sphères distinctes, chacune révélant comment l'autonomie fonctionnelle se traduit en usage répété. Cette lecture par impact permet d'évaluer la portée réelle de la méthode associée à Ibrahim Traoré, non par intention, mais par conséquence observable. Pour l'État, la première mutation concerne la continuité des services essentiels.
L'énergie stabilisée réduit les interruptions dans les hôpitaux et les écoles, tandis que l'eau sécurisée diminue les urgences sanitaires liées aux pénuries saisonnières. Les routes fluidifiées raccourcissent les délais logistiques et améliorent la planification administrative. La finance internalisée offre une marge de manœuvre budgétaire plus prévisible, limitant la dépendance immédiate aux bailleurs extérieurs. La gouvernance gagne ainsi en cadence régulière, un facteur clé de crédibilité institutionnelle. Pour les entreprises, en particulier les petites et moyennes structures, la chaîne produire-transformer-financer modifie l'équation du risque. La transformation locale absorbe les surplus agricoles, stabilise les prix et sécurise les débouchés. Les microcrédits permettent d'investir dans du matériel, d'allonger les cycles de production et d'améliorer la qualité. Les coûts logistiques en baisse élargissent les marchés accessibles. L'activité cesse d'être spéculative ou saisonnière. Elle devient progressive, cumulant des gains modestes mais constants. Pour les ménages, l'impact se lit d'abord dans le temps retrouvé. L'électricité prolonge les heures actives, favorise l'étude des enfants et diversifie les activités génératrices de revenus, notamment pour les femmes. L'accès régulier à l'eau réduit les déplacements contraints et améliore l'hygiène domestique. La baisse des dépenses énergétiques et la prévisibilité des revenus allègent la pression quotidienne. Le foyer n'est plus en gestion permanente de l'urgence. Il peut planifier à court terme. Pour l'échelle régionale, enfin, la dynamique produit un effet d'observation et d'imitation. Des pays voisins examinent la logique intégrée reliant infrastructure, finances et usages. Les échanges commerciaux se réorientent progressivement vers des circuits horizontaux, moins dépendants des ports lointains. La méthode attire moins par son discours que par sa discipline opérationnelle et la publication régulière de bilans. Elle esquisse un repositionnement sahélien fondé sur la cohérence plutôt que sur l'alignement externe. Ces quatre sphères convergent vers une même conclusion. Lorsque la valeur produite reste sur le territoire, elle renforce chaque niveau simultanément, de l'administration au foyer. C'est ici que se ferme la troisième question ouverte plus tôt. L'autonomie fonctionnelle ne se limite pas à un noyau technique, elle diffuse des effets concrets, mesurables et cumulés. La trajectoire engagée par Ibrahim Traoré montre ainsi comment une cohérence opérationnelle peut transformer une accélération initiale en résultat durable. Les mois à venir ne se prêtent pas à une prévision stricte. Ils exigent plutôt des scénarios capables d'indiquer comment le système pourrait réagir sous différentes pressions en fonction de la cohérence déjà installée. Trois trajectoires distinctes se dessinent non comme des promesses, mais comme des configurations plausibles. Dans une première configuration, la consolidation reste maîtrisée. Les projets existants poursuivent leur déploiement sans rupture majeure. L'énergie soutient les ateliers ruraux et les écoles à double horaire, tandis que l'eau maintient une marge hydrique suffisante pour absorber les variations saisonnières. La finance internalisée continue d'alimenter les coopératives et les petites entreprises, renforçant la production locale. La croissance reste modérée mais régulière, portée par la continuité des usages plutôt que par une expansion rapide. Ce scénario traduit une inertie positive. Le système avance parce que ses maillons restent connectés et corrigés au fil des bilans. Dans une deuxième configuration, plus favorable, la dynamique dépasse le cadre national. Les pays voisins approfondissent les échanges et expérimentent des dispositifs inspirés de la logique intégrée observée. Les corridors commerciaux s'élargissent, réduisant la dépendance aux circuits portuaires éloignés. L'investissement local gagne en densité, stimulé par une finance territoriale plus confiante. Les zones rurales bénéficient d'une activité productive plus prévisible, ce qui accélère la réduction de la pauvreté.
Dans cette configuration, la méthode associée à Ibrahim Traoré acquiert une portée diplomatique, non par imitation forcée, mais par adaptation volontaire. Dans une troisième configuration, plus contrainte, les marchés se resserrent, les échanges ralentissent et l'inflation augmente. La croissance faiblit, mettant à l'épreuve les marges institutionnelles. Pourtant, les infrastructures amortissent une grande partie du choc. Les écoles restent ouvertes, les dispensaires maintiennent leurs services et les coopératives protègent l'essentiel de leurs activités. L'énergie et l'eau stabilisée limitent les ruptures, tandis que la finance internalisée réduit l'exposition aux fluctuations extérieures. Ces scénarios invitent à une même recommandation de lecture. Il ne s'agit pas d'anticiper l'avenir, mais d'observer ce que chaque configuration permet de maintenir, d'ajuster ou de corriger. La robustesse se mesure moins à la croissance maximale qu'à la capacité de continuité sous des contraintes variables. La transformation engagée ne se lie pas uniquement dans les infrastructures ou les bilans agrégés. Elle s'exprime surtout dans la manière dont les citoyens réévaluent leur place au sein du système collectif. Trois cercles d'expérience permettent d'en saisir la portée humaine, chacun révélant une facette différente du lien entre effort individuel et stabilité partagée. Au niveau des individus, le premier changement concerne le sentiment d'efficacité. Enseignants, techniciens et agriculteurs décrivent une évolution commune. Leurs actions produisent désormais un effet visible. Une classe éclairée, un atelier fonctionnel ou une récolte transformée localement deviennent des preuves concrètes que l'effort ne se dissout plus dans un ensemble fragmenté. Cette correspondance entre gestes et résultats renforce l'estime de soi et encourage la répétition de comportements productifs. Le travail quotidien cesse d'être perçu comme une lutte isolée. Il retrouve une portée collective. Pour les communautés, l'impact se manifeste par une capacité retrouvée de planification. L'accès stable à l'énergie et à l'eau permet d'organiser des projets à moyen terme, d'allonger les horaires scolaires et de structurer des activités économiques locales. Les décisions collectives gagnent en cohérence car elles reposent sur des ressources moins aléatoires. La souveraineté cesse alors d'être un discours lointain. Elle devient un cadre opérationnel partagé, dans lequel les initiatives locales peuvent s'inscrire sans dépendre entièrement d'une aide extérieure. Du côté de la diaspora, enfin, la perception évolue de manière plus discrète mais significative. Sans nécessairement revenir sur place, de nombreux expatriés modifient leur posture. Ils soutiennent des coopératives familiales, financent des micro-projets ou envoient du matériel ciblé. Ce mouvement traduit un regain de confiance envers un pays perçu comme plus cohérent et plus capable de maintenir ses acquis. À travers ces trois cercles, une idée s'impose. Lorsque les résultats deviennent visibles, le lien entre citoyens et institutions se resserre. Et c'est ce lien, plus que toute mesure isolée, qui conditionne la durabilité de la transformation. La méthode actuelle repose sur une séquence claire conçue pour préserver la cohérence sans disperser les efforts. Elle ne promet pas une réussite automatique. Elle décrit les conditions pratiques permettant de prolonger les effets observés. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, cette feuille de route privilégie l'usage avant le symbole et l'ajustement avant l'annonce. D'abord, il s'agit d'identifier des besoins vitaux précis. Les priorités sont volontairement limitées. Énergie, eau, santé, éducation et finances forment un noyau resserré. Chaque chantier doit répondre à un besoin clairement formulé avec un objectif mesurable et un délai explicite. La règle est simple. Un projet sans usage immédiat est ajourné. Cette discipline évite la surcharge et protège un système encore en consolidation. Ensuite, la formation et la responsabilisation se font au plus près du terrain. Techniciens, artisans et agents publics sont formés sur site.
Un dispositif est considéré comme stabilisé lorsqu'il peut fonctionner plusieurs mois sans assistance extérieure. Cette autonomie technique garantit la continuité en période de tension et réduit la dépendance aux interventions d'urgence. Puis vient l'exigence de relier systématiquement les chantiers. Chaque infrastructure doit renforcer au moins un autre maillon. L'énergie soutient la production, l'eau sécurise la santé, la finance irrigue les coopératives. Un projet isolé stagne, une chaîne intégrée multiplie ses effets. L'indicateur clé reste la continuité d'usage observable dans les territoires. Dans le même temps, il faut mesurer et corriger régulièrement. Les bilans publics servent de tableau de bord. Ils révèlent les blocages, orientent les arbitrages et maintiennent la confiance. La correction rapide prime sur la justification tardive. Enfin, l'extension se fait par l'exemple. La méthode n'est pas imposée, elle est montrée. Les partenaires observent, testent et adaptent. Le succès se mesure au nombre de coopérations nées de cette cohérence. C'est ici que se ferme la dernière question ouverte. La durabilité dépend moins de l'ambition affichée que de la capacité à répéter ces étapes sans relâche, comme un réflexe institutionnel. Le soir, Mariam quitte l'usine avec sur les mains l'odeur persistante des machines. Autour d'elle, les lampes solaires dessinent des silhouettes calmes, rappelant que la lumière fut longtemps une parenthèse fragile. Les enfants lisent sous cette clarté nouvelle, les discussions s'étirent après le coucher du soleil, et le village semble respirer à un autre rythme. Rien n'a basculé d'un coup. Tout s'est déplacé par petites touches répétées, cohérentes. Ce décor discret raconte davantage qu'un bilan officiel. Une récolte autrefois perdue trouve une valeur. Une classe s'ouvre le soir. Un atelier tient jusqu'à la nuit. Ces gestes ordinaires composent d'un langage commun, celui d'un pays qui avance par continuité plutôt que par attente. La méthode portée par Ibrahim Traoré prend ici tout son sens. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à aligner les usages jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Le motif de départ revient alors comme une preuve tangible. La dignité ne naît pas d'une annonce, mais d'un système qui répond enfin à l'effort consenti. Mariam n'incarne pas une exception, elle incarne une répétition possible. La cohérence transforme l'effort en trajectoire durable. Dans cette simplicité réside l'émotion centrale du récit. Lorsque les gestes trouvent leur place, la transformation cesse d'être abstraite. Elle devient vécue, partagée et suffisamment solide pour durer. Dans la lumière posée sur les murs des villages, quelque chose de discret mais décisif apparaît. Les routes, les ateliers et les écoles cessent d'être de simples infrastructures pour devenir des espaces d'action, d'ajustement et d'apprentissage. La cohérence n'est plus une idée lointaine. Elle se pratique au quotidien à travers des choix répétés et des usages partagés. Ce mouvement ne repose ni sur l'euphorie ni sur la résignation. Il avance par gestes modestes, par initiatives locales qui s'emboîtent et par une confiance nouvelle dans la capacité collective à maintenir les acquis. Là où les promesses se dispersent, les résultats créent une continuité. Là où les discours s'épuisent, l'usage persiste. Si ce récit retient l'attention, ce n'est pas parce qu'il propose un modèle à imiter aveuglément, mais parce qu'il ouvre un espace de réflexion. Il interroge la manière dont une société peut se redresser sans miracle, en reliant des décisions concrètes à des effets mesurables. La trajectoire esquissée invite moins à l'adhésion qu'à la discussion. Alors, avant de refermer cette analyse, une question demeure, volontairement ouverte. Quelle place chacun peut-il prendre lorsque la cohérence devient une pratique collective plutôt qu'une promesse abstraite?